Salut. À l'heure où j'écris ça, on est le 15 janvier 2024, on vient de changer d'année, et à défaut de toujours pas avoir de voiture volante, le monde va connaître un grand bouleversement puisque j'annonce officiellement la renaissance des vidéos au format plus long sur la chaîne YouTube. Je vais pas m'engager sur un rythme de parution, j'ai pris la décision de passer à 2 shorts semaines pour me laisser le temps de vous pondre des choses intéressantes. J'ai plein d'idées, mais j'avais trop envie de faire un truc. C'était de répondre à un commentaire que j'avais reçu sur mon short qui présentait le manga Bonne Nuit Poun Poun. On a donc monsieur Ingax qui m'a demandé que représente le dieu Shinshiro dont parle souvent Poun Poun. Il apparaît beaucoup mais je ne comprends pas ce que cela soulève et aucune vidéo ne l'explique, donc est-ce que tu aurais une réponse? Eh bien mon cher Ingax, j'ai mieux que ça, j'ai une flopée d'interrogations. Alors je rigole, j'ai effectivement quelques théories là-dessus, mais l'idée c'est pas de porter la vidéo sur ça, l'idée c'est plutôt de présenter l'œuvre de manière plus construite et plus aboutie que sur les 1 minute de mon short. J'étais un peu frustré d'avoir dû réduire l'immense richesse de Bonne Nuit Poun Poun à un format court, et c'est notamment cette bride qui m'a motivé à reprendre ce type de format. L'œuvre Bonne Nuit Poun Poun est une expérience de lecture unique, qui soulève bon nombre de questions morales, et j'avais hyper envie d'en faire une vidéo. Les sujets abordés sont beaucoup trop profonds pour avoir la prétention d'en détenir les conclusions, mais c'est justement ça qui est hyper intéressant. Bref, sans plus attendre, parlons de cette œuvre bouleversante qu'est Bonne Nuit Poun Poun. Bon, même si je l'ai déjà fait, je pense qu'il est bon de rappeler comment fonctionne le manga Bonne Nuit Poun Poun. Je précise que la vidéo va spoil, ça s'adresse surtout à ceux qui, comme moi, se sont sentis envahis d'une vague d'émotions bizarres et d'interrogations à la lecture du manga, et pour les autres vous pouvez évidemment rester, mais c'est à vos risques et périls. Donc, Bonne Nuit Poun Poun est une histoire tournée autour du personnage de Poun Poun. Un jeune garçon à la vie assez ordinaire en apparence, on va suivre sa vie du milieu de son enfance à son passage à l'âge adulte, période durant laquelle Poun Poun va vivre bon nombre de moments pas franchement faciles. Au milieu de ça, nous allons également suivre le quotidien de certains membres de sa famille, mais également l'un de ses copains d'enfance. Si sur le papier le synopsis paraît assez basique, le manga ne l'est absolument pas. La complexité de l'œuvre Bonne Nuit Poun Poun. Il y a 2 minutes, quand j'ai dit que j'avais un paquet d'interrogations, vous vous rappelez? Eh bien en fait, j'étais pas totalement en train de rigoler. En fait, ce qui est assez troublant dans ce manga, c'est cette espèce d'immense impression de vide qu'il laisse après sa lecture. Et ça, est-ce que vous savez à quoi ça pourrait être lié? Au fait que le manga ne dispose d'aucune morale. Toutes les questions suscitées par l'œuvre ne trouvent jamais réellement de réponse. Les efforts payent toujours, les gentils finissent toujours par gagner, croire en ses rêves. Y a pas un seul de ces trucs qui se réalise dans ce foutu manga. A la place, Asano nous fait régulièrement des monologues ultra bien construits autour de remises en question sur des sujets tout aussi vastes les uns que les autres, et le truc assez troublant, c'est qu'on n'est jamais pleinement d'accord avec ses réflexions, et en même temps, on n'a jamais grand chose à y redire. Et quelque part ça c'est assez normal, chacune des idées développées par les personnages du manga sont le fruit d'un long processus de réflexion influencé par un vécu souvent très dur, et de ce fait souvent très éloigné de celui de ses lecteurs. Il y a une facette très sombre qui sommeille en chaque individu du manga, mais aussi des choses beaucoup plus belles. Et en vrai, cette nuance, eh bien c'est ce qui rend l'œuvre unique. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, on est juste spectateur du quotidien de nos héros. L'auteur ne pousse jamais à prendre parti sur quoi que ce soit, on se laisse juste bercer par cette narration aussi fascinante que dérangeante. Personnellement, je ne déteste aucun personnage du manga, alors que pourtant, des raisons de le faire, eh bien ce n'est pas ce qui manque. Mais le truc c'est qu'on les met souvent en scène lors de moments extrêmement compliqués de leur vie. Et grâce à ça, eh bien on en vient à ne pas leur souhaiter du mal, au contraire. Bonne Nuit Poun Poun joue au ping-pong avec nos états d'âme à tel point qu'on ne finit par ne plus avoir d'avis sur rien. Et dans mon cas, c'est vraiment ce phénomène-là qui m'a laissé ce grand sentiment de vide à la fin du tome 13. Votre perception de ce qui est bien ou mal, la place de chacun dans la société, le concept de justice, il y a un peu tout ça qui est chamboulé à la lecture du manga, et si on peut au moins tirer une morale de l'œuvre, c'est que dans la vie, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Bonne Nuit Poun Poun apporte de la nuance autour de sujets épineux sans jamais déconstruire les croyances de quiconque, et ça j'avoue que je me le suis pris en pleine gueule. Mais le truc assez fou dans ce manga, c'est que ce que je viens de dire, ce n'est pas la seule chose dérangeante. Asano a bricolé plein de trucs bizarres dans son manga qui laissent parfois l'impression qu'on est en train de lire un immense bazar tout droit sorti du cerveau d'un gars franchement pas net. Mais tous ces détails sont-ils vraiment laissés au hasard? Et donc là, c'est le moment où je tente de répondre à Ingax, car évidemment, l'un des détails sur lesquels les lecteurs bloquent le plus, c'est l'identité du personnage de Dieu dans le manga. C'est vrai quoi, finalement, qui est-il, mais surtout, qu'est-ce qu'il apporte à l'œuvre? Alors, il faut savoir qu'Asano s'est énormément amusé en écrivant son manga, et il ne faut pas chercher du sens dans tout. Il a lui-même déclaré que le manga était un mélange de choses qui avaient du sens, et de trucs qui n'en ont pas. Au sujet de Dieu, il a d'ailleurs avoué qu'il n'était pas prévu qu'il s'en serve autant, et qu'à la base, il avait introduit le personnage car il trouvait ça amusant. Cependant, il ne s'est selon moi pas amusé avec ça sur 13 tomes. Et s'il a maintenu l'existence du personnage de Dieu durant toute son histoire, c'est que sa présence servait le propos de l'œuvre. Je pense qu'on a tous remarqué que Dieu donnait de très mauvais conseils à Poun Poun.
Il préconise souvent la violence, le rabaisse par moments, et ses apparitions ont souvent lieu lors de grosses phases de doute du héros. Je ne pense pas dire de bêtises en supposant qu'Asano se sert du personnage de Dieu pour représenter la petite voix qu'on a tous dans notre tête, à des degrés différents, celle contre laquelle on peut être amené à lutter lorsqu'on vit des moments extrêmement difficiles, cette petite voix qui peut pousser un individu à commettre le pire. Déjà, la personne à l'origine de cette croyance dans le manga, c'est une mineure complètement déséquilibrée qui va dire à l'oncle de Punpun que Dieu la protège. Et ça, c'est quelques heures après qu'elle ait manipulé un homme pour qu'il tue sa mère. À ce moment-là, l'oncle de Punpun émet une hypothèse. Derrière chaque dieu pourrait se cacher un démon. Et cette réflexion sur ce que pourrait être Dieu, eh bien ce n'est pas la dernière fois qu'on en entendra parler dans le manga. Au moment de sa tentative ratée de partir, l'oncle de Punpun conclura que son dieu était en fait sa culpabilité. Et pour finir, et ça c'est à prendre avec un peu plus de pincettes, mais j'ai cru comprendre que dans la traduction anglaise de Bonnyu Punpun, lorsqu'il évoque l'existence de Dieu avec Aiko à la fin du manga, Punpun déclare avoir pris conscience que lorsqu'il échangeait avec Dieu depuis tout ce temps, en réalité, c'était avec lui-même qu'il y conversait. Donc pour répondre à la question de ce que représente Dieu dans le manga, je pense qu'il s'agit simplement de la part d'ombre qui sommeille chez chaque individu. L'oncle de Punpun a déclaré que chez lui ce dieu était sa culpabilité liée à ses erreurs d'antan, et bien c'est sensiblement le même cas de figure pour Punpun. Punpun est un personnage relativement égoïste. Il s'imagine souvent au centre de l'attention, mais pour autant, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui. Et la frustration de ce décalage le pousse souvent à avoir des idées profondément violentes. Mais ce manque de confiance en lui chez Punpun, il est né de quoi? Eh bien de la succession d'échecs qu'il va rencontrer durant son enfance. Le fait qu'il n'ait pas su garder Aiko et qu'il ait trahi la promesse qu'il lui avait faite, son rêve de devenir ingénieur spatial qui s'éloigne toujours un peu plus de lui au fur et à mesure que le temps passe, ou plus généralement toutes ces petites actions qu'il n'a pas su accomplir du fait de sa personnalité introvertie, les raisons qui ont poussé Punpun à se détester sont assez nombreuses. Et ça, c'est toujours appuyé par les apparitions de son dieu. Le dieu de Punpun lui répétera plusieurs fois qu'il apprécie sa lâcheté, on a toujours l'impression qu'il se réjouit de ses échecs, et il est systématiquement là pour le pousser à commettre le pire lorsque Punpun sera dans une impasse. Tout ça, ça a conditionné Punpun à peu passer complètement à côté de sa vie, lui qui pensait beaucoup à l'avenir étant petit finira par ne plus se projeter du tout, comme par peur d'essuyer un énième échec. Et justement, Asano a utilisé quelque chose de très malin pour illustrer ce mal-être dans le manga. L'utilisation des Daruma dans Bonnyu Punpun. Il y a un truc assez marrant dans Bonnyu Punpun dont beaucoup ont sûrement dû passer à côté, c'est l'usage de la symbolique des Daruma dans le manga. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, les Daruma c'est des petites figurines dont la particularité c'est d'avoir deux yeux vides. Le concept c'est quoi? C'est que quand tu achètes ton Daruma, tu fais un vœu puis tu dessines son premier œil. Et l'idée, c'est qu'à la réalisation de ton souhait, tu lui dessines le second. Alors attention, les Daruma c'est pas vraiment quelque chose de magique. L'intérêt premier d'un Daruma c'est surtout d'être entreposé à un endroit bien visible de votre maison après que vous ayez peint son premier œil, de telle manière à ce qu'il vienne vous rappeler le vœu que vous aviez formulé. L'idée c'est de s'en servir comme d'un mémo pour ne pas se détourner de ses objectifs, comme une forme d'engagement qu'on prendrait vis-à-vis de nous-mêmes. Et ce truc là va être vachement exploité par Asano. Il est plusieurs fois question de crever l'œil de quelqu'un dans le manga. La première fois c'est Dieu qui ordonnera à Punpun de le faire à Yaguchi. Ce garçon promet un avenir dans le badminton qui va sortir avec Aiko au début du collège. Ici, en exploitant la symbolique des Daruma, on peut y voir une manière pour Dieu d'ordonner à Punpun de briser les rêves de Yaguchi, dont le futur semble bien plus radieux que celui de Punpun. Mais il y a un moment où ce truc-là se confirme vraiment dans le manga pour moi. C'est vers la fin, quand Aiko va menacer Punpun de lui crever son œil. La scène est assez bizarre, on a Punpun qui reste de marbre, Aiko qui semble beaucoup plus affecté que lui par la situation, et le truc, c'est que Punpun c'est un personnage qui est bouffé par le poids de ses échecs. Cet œil que Aiko va tenter de lui crever est à mon sens la représentation des engagements et des vœux qu'il avait formulés étant petit et qu'il n'a pas su tenir. Et la personne vis-à-vis de qui ce truc-là l'a le plus bouffé, eh bien c'est Aiko. En le menaçant de lui crever son œil gauche, Aiko a selon moi proposé à Punpun de lui rendre sa liberté en lui effaçant tous ses regrets et ses remords qui gravitent autour d'elle et qui détruisent Punpun depuis tant d'années. Elle n'a finalement pas pu s'y résoudre et après lui avoir entaillé l'œil, elle se mettra à pleurer et avouera que finalement elle ne peut pas faire ça puisqu'elle l'aime trop. Suite à cet épisode, Punpun va porter un cache-œil qui, lorsqu'il finira par tomber, laissera apparaître Dieu à la place de son œil gauche. L'utilisation de Dieu permet à mon sens d'illustrer davantage la culpabilité et l'impuissance liées à ses vœux et promesses d'antan. Le dieu arbore toujours le même sourire, celui qui nous laisse entendre qu'il se réjouit du mal-être dans lequel sombre toujours plus profondément Punpun, ce même mal-être qui pourrait le pousser à commettre le pire. En parallèle à ça, on a l'histoire de Pégase et sa team de joyeux dégénérés qui sont persuadés qu'ils vont sauver le monde. Pégase évoque l'existence d'une tache noire qui ternit l'espèce humaine et dont il compte bien se débarrasser définitivement au cours d'un rituel musical bizarre. Nous pourrions aisément supposer que ce que Pégase nomme tache noire est en fait ce que les autres appellent leur dieu. Et ce qui pourrait confirmer ça, c'est le rituel final. Pégase livre une dernière chanson dans les flammes.
Alors rappelez-vous, tout à l'heure je vous disais que les Daruma servaient principalement à matérialiser un souhait dans le but de se donner de la force. Comprenez donc bien qu'il ne doit pas être très agréable de contempler toute la journée le poids d'un potentiel échec au travers de cette petite figurine. De ce fait, la tradition veut qu'au bout d'un an, les Daruma soient brûlés. L'idée c'est pas d'abandonner votre rêve, c'est de reporter sa réalisation à un moment plus propice de votre vie. C'est donc extrêmement intéressant d'avoir choisi de brûler un Daruma durant le rituel bizarre de Pégase. On peut y voir une manière de débarrasser la population des remords et des regrets qui les habitent, et donc d'une certaine manière de les débarrasser de ce que Pégase appelle le point noir. Pour finir sur les Daruma, après la mort d'Aiko, Punpun comprend que son rêve de finir ses jours avec Aiko ne verra jamais le jour. Et élément intéressant, il choisira de crever son œil gauche lui-même, comme pour accepter que ses vœux ne se réaliseront pas et qu'il allait désormais arrêter de se torturer avec ça. Et d'ailleurs un truc qui fait écho à ça, à la fin du manga, lorsque Punpun et Aiko vont voir une étoile filante passer, Aiko va demander à Punpun quel vœu il a formulé. Punpun va lui répondre que son vœu est qu'il n'y ait plus d'étoile filante. Voilà, ça c'est un petit détail qui vient appuyer combien les espoirs et les rêves de Punpun l'ont brisé durant son développement personnel. Alors tout ça, c'est évidemment mon interprétation du truc et on ne saura jamais vraiment ce qui a été fait exprès. Mais j'ai trouvé ça super sympa à décortiquer. On pourrait se dire que tout ça c'est un peu de la branlette, mais en réalité quand on capte la manière dont Asano a construit son truc, j'ai l'impression que même les éléments les plus absurdes peuvent avoir du sens quelquefois. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a plein de petits détails très malins dans le manga. Prenez par exemple Monsieur Shishido, le propriétaire de l'appartement de Punpun. Il porte souvent avec lui des manekineko, ces petits chats qui peuvent porter différentes couleurs et dont chaque couleur symbolise quelque chose. Et bien Monsieur Shishido, il va être victime d'une agression. Et juste avant cette agression, il s'apprêtait à acheter 2 manekineko, un pour Sashi et un pour Punpun. Il y avait donc 2 chats, un noir et un blanc. Les blancs sont censés symboliser la pureté et la joie, tandis que les noirs chassent les mauvais esprits, la maladie et c'est ça qui nous intéresse, les personnes mal intentionnées. Il n'est jamais dit explicitement de quelle couleur était le manekineko que Monsieur Shishido destinait à Punpun, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agissait du noir. Alors que cela fait plusieurs tomes que Punpun n'a pas revu Aiko et que Dieu a cessé ses apparitions, 2 chapitres seulement après cette agression, Dieu va subitement réapparaître et Punpun va tomber nez à nez avec Aiko. Le manga est truffé de ce genre de petites choses, genre est-ce que vous aviez remarqué que lors de la première apparition du père de Punpun, la première phrase qu'on peut lire, c'est le présentateur télé qui commente une partie de baseball et qui dit « il a frappé ». Bon, j'avoue que c'est un peu plus random, mais c'est la somme de tous ces petits foreshadowing qui rendent le manga aussi sympa à la relecture. Autre exemple, lorsque Punpun et son père contemplent les étoiles au début du manga, son papa lui parle d'un triangle visible dans le ciel, et bien sachez qu'Asano avait construit ce dialogue comme mémo pour se rappeler qu'il souhaitait construire un triangle amoureux entre Punpun, Aiko et Sashi plus tard dans le manga. Et au travers de toutes ces petites choses, globalement on sent qu'Asano il s'amuse durant tout le manga. Personnellement je le trouve trop fort, je connais pas beaucoup de mangaka qui arrivent à défendre le concept d'une de leurs œuvres dans l'œuvre elle-même. Le mec est tellement sûr de son truc qu'il se permet de se moquer du visuel qu'il a choisi de donner à Punpun au sein même du manga. Je connais pas hyper bien ce mangaka, mais si vous avez lu d'autres œuvres de lui, je serais hyper intéressé à l'idée de savoir ce que ça vaut, et s'il a toujours eu ce style-là. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment indispensable d'élucider toutes ces petites choses pour apprécier le manga ? Évidemment que non. La plupart, j'en ai pris conscience en relisant le manga pour la vidéo. Le gros point fort de Bonnyu Punpun, le truc qui m'a brisé les 2 fois que j'ai dévoré les 13 tomes, c'est surtout son histoire et la profondeur des réflexions sans fin qu'elle peut vous pousser à avoir. Bon voilà, petite vidéo sans prétention, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de revenir très vite avec autre chose, mais si d'ici là comme Ingax il y a des choses dont vous auriez envie que je parle, ce serait avec grand plaisir, à très bientôt.